Le point macro, c'est parti. Ici Yann Darwin, finance et investissement, mais pas chiant. Bienvenue sur cette chaîne. On a énormément de choses à voir aujourd'hui. Pour ce point macro, on va parler bien sûr de tous les éléments principaux actuellement sur les marchés et qui font trembler et les bourses et les économies mondiales. On a principalement toujours la problématique d'inflation. On parlera de la Fed. Est-ce que la Fed va baisser les taux? Quelles sont les dernières décisions? Et on va parler de ce qui se passe notamment en Europe et en Angleterre, puisque la Banque d'Angleterre, la Banque centrale anglaise, a failli faire imploser les marchés mondiaux, a sauvé discrètement, sans que personne s'en rende compte, toute la finance finalement en Angleterre et tout le système des retraites et tous les fonds de pension, etc. On va en parler. Sans que personne s'en rende compte, on était occupé à parler de Crédit Suisse. J'avais fait une vidéo sur Crédit Suisse, est-ce que ça présente un risque systémique ou non? Eh bien, le vrai risque systémique, pendant ce temps-là, il était bien du côté de la Grande-Bretagne. On fait le point, c'est parti, j'ai plein de choses à te montrer sur le terminal. Commençons, si tu le veux bien, par le calendrier économique qui nous arrive. Alors, hier déjà, faisons le point sur hier. Hier, on a le PPI qui est sorti, donc les PPI, donc les Price Producer Index aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les coûts de production, les coûts de production des producteurs. Et qui vont forcément influer énormément sur la demande finale et bien sûr sur les prix payés par les consommateurs, puisque si les producteurs payent plus cher pour produire, forcément les consommateurs, il va y avoir une répercussion du prix. Il ne s'est pas passé grand-chose. On attendait des chiffres donc, qui sont ici dans cette colonne-là, qui sont les chiffres finalement escomptés par les analystes. On est plutôt in-line avec tout ça. On est sorti un tout petit peu plus haut, mais le marché a quand même plutôt bien réagi. Sur le final demand, on est sorti un tout petit peu plus haut. Et quand on enlève la food et l'énergie, comme d'habitude, donc on ressort un petit peu plus bas, puisque ce qui pèse actuellement sur les PPI et les CPI, c'est beaucoup food et énergie. Aujourd'hui, la vraie question, c'est les CPI, qui sont quand même plus regardés par le marché et plus regardés par la Fed. C'est un des indicateurs qui est le plus scruté et qui actuellement, étant donné l'historique qu'on voit ensemble depuis tous ces points de marché, est énormément, met les marchés énormément en tension. Donc, ce qui va se passer, c'est est-ce qu'on va avoir un print meilleur que prévu, moins bon que prévu? Est-ce qu'il va être un tout petit peu moins bon comme les PPI hier, ou énormément moins bon? Et on a vu ce qui s'est passé les fois précédentes, quand ça a été moins bon, on a des réactions immenses sur les marchés. Donc on va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Est-ce qu'on va aller plutôt vers à la cave, on va complètement dégueuler, ou est-ce qu'on a un risque de bear market rally et de repartir à la hausse avec beaucoup de short covering, etc. Je vais te donner pas mal d'éléments. Toujours est-il que les CPI, donc Consumer Price Index, pour ceux qui n'ont pas suivi, le voici, le CPI en un an glissant, donc on est toujours à 8,26% sur un an glissant pour le total CPI, sur le core CPI, donc qui exclut la food et l'énergie justement, ainsi que le shelter, on va en reparler juste après. Le core CPI, en fait, il nous prend vraiment que les produits et les services, donc ça va être vraiment, on va dire, ce que va payer le consommateur moyen au jour le jour. On va exclure son énergie, on va exclure son loyer, etc. Ça va être vraiment les produits, les services, les choses qu'il achète pour vivre. On est à 6,32, ce qui est toujours beaucoup trop haut, puisque l'objectif de la Fed, c'est de ramener tout ça à 2%. On a le mix ici, donc l'énergie qui pèse toujours lourd, mais on va aller en months on months pour se rendre un petit peu plus compte. Donc là, on est sur un mois glissant. Sur un mois glissant, ce qui nous importe actuellement, c'est d'emmener ces chiffres sous 1%, puisque pour faire descendre le 1 an glissant, forcément, il faut déjà commencer à faire descendre le mois glissant. Si d'un mois à l'autre, les prix augmentent, ils ne vont pas baisser à long terme, forcément. Donc on est toujours en positif. On avait fait une micro-incartade sous zéro en juillet, donc sur les CPI de juin, il y a un mois de décalage. Mais on a rebondi, tout simplement. Donc on est à 0,12 ici. Et sur le corps, on est à 0,57. Alors pourquoi ça s'inverse? Parce qu'on en avait parlé la dernière fois, on ne va pas rééplucher les CPI, mais l'énergie pèse lourd, pesait lourd. Là, l'énergie est en train de se retourner, puisqu'on a des prix du pétrole qui sont... Ici, on a le pétrole, le WTI américain sur 5 ans, qui dernièrement sont en train de diminuer. Tiens, on va se mettre sur un mois, qu'on se rende compte de ce qui se passe, peut-être un poil plus.
6 mois ici. Donc on a des prix qui diminuent. On a eu un rebond assez récemment, mais quand même, on est quand même sur une downtrend. Donc ce qui se passe, c'est que la part de l'énergie diminue un petit peu et vient peser finalement dans le bon sens. Par contre, les services et les produits, c'est eux qui ont pris le relais. C'est eux qui ont pris le relais et c'est un peu chiant puisqu'on a une inflation qui va coller un petit peu plus. Parce que autant l'énergie, avec le contexte macro, aujourd'hui, on sait que c'est volatile, on sait que ça produit les effets qu'on connaît. Par contre, une fois qu'on arrive dans les produits, quand on arrive dans les services, c'est pas un pétrole qui baisse demain parce que la guerre s'arrête, par exemple. Ou un gaz qui baisse demain parce que la guerre s'arrête. Une fois qu'on est rentré dans les usines, on est rentré dans l'économie réelle, on est rentré dans les magasins, ça colle un peu plus tout simplement. On a ici la composante qui est à vraiment prendre en compte également, qui est le shelter, donc l'abri, qui va finalement composer tout ce qui permet de se loger, okay, que ça soit loyer ou que ça soit l'accès à la propriété. Ce qu'on voit ici, c'est que finalement, ça augmente tout le temps. Pourquoi ? On le sait, les loyers, on connaît tous l'immobilier. Les loyers, ils ont tendance à augmenter avec le temps, puisque y a un petit peu d'inflation. Il y a quand même de l'inflation normale, séculaire, depuis toujours. Plus on améliore les biens, plus le marché immobilier monte, plus, etc. Plus. Sauf que là, on est sur une courbe qui est quand même plutôt parabolique. J'en avais un autre à montrer qui est ici, on peut aller y jeter un œil. Ça, c'est la partie uniquement loyer. Et on voit qu'on est sur une accélération là depuis fin 2021 et surtout en 2022, on est sur une accélération immense due à tout ce qu'on sait avec le Covid, le post-Covid, etc., l'effet accordéon. Et ça, malheureusement, j'ai envie de dire que ça colle plutôt pas mal aussi dans cette inflation. Et c'est pareil, là on prend l'exemple des États-Unis parce qu'on sait très bien qu'ils lead tout ça, mais c'est pareil pour tous les pays. On a le shelter, les loyers qui font vraiment mal. Maintenant, ce que veut faire la Fed, et on l'a lu plusieurs fois dans les minutes, ils veulent bien sûr baisser l'inflation. Pour baisser l'inflation, une des possibilités, c'est d'augmenter les taux, c'est ce qu'ils font. Forcément, vu que c'est la banque centrale et l'économie la plus puissante qui lead un petit peu tout le reste, on est dans un jeu de devoir suivre. Et ça, je voudrais revenir très rapidement dessus parce que quand on va parler juste après de l'Angleterre, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Quand on a la Fed, ici on va aller faire des Picasso, quand on a la Fed qui augmente les taux, ok, forcément, placer de l'argent sans risque, puisqu'on est sur des taux qui vont se répercuter sur les bons du Trésor, etc., américains, qui sont les bonds, les obligations les plus solides du monde. Donc, c'est les taux sans risque. Donc, aujourd'hui, on est capable d'emprunter sans risque, quelque chose qui n'était plus arrivé depuis plus de 10 ans, à des taux qui commencent à faire du sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans risque, on peut commencer à placer à 3-4% auprès de l'État américain. Donc forcément, quand il se passe ça aux États-Unis, économie la plus puissante du monde, le dollar US, à tort ou à raison, on s'en fout, c'est pas le débat, monnaie de référence mondiale, forcément, il y a des capitaux qui arrivent de toutes parts, des autres pays, des autres économies, des entreprises, des particuliers, des fonds de pension, de qui tu veux. Tout le monde veut investir, puisqu'il dit « Ah, la Fed a monté les taux, on a un différentiel de taux entre un pays X, prenons par exemple au hasard le UK, la Grande-Bretagne, on a un taux X là-bas, et on a un taux 1 ou 2% supérieur aux États-Unis. Donc forcément, qu'est-ce que font les capitaux ? Il y en a une partie qui partent des UK pour arriver aux US. Donc qu'est-ce que font les autres banques centrales ? Théoriquement, pas toutes, ça va dépendre des diverses économies, mais quand même, il y a un mouvement qui se met en place d'augmentation des taux en disant « Ah attends, la Fed a augmenté les taux, en plus on est à peu près dans la même configuration d'inflation, etc. nous aussi, parce que tout le monde a connu le Covid, tout le monde a connu l'effet accordéon, le choc d'offre et le choc de demande, donc tout le monde va suivre et augmenter les taux. Donc elle lead un petit peu cette économie. Et quand on a des différentiels, c'est là que on commence à se poser des questions, mais on va y revenir. Ok, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la Fed a dit on va continuer à augmenter tant qu'on ne fait pas de mal à notre économie, l'économie américaine. Ils ont un indicateur qui est extrêmement suivi pour ça, qui est l'emploi américain. C'est leur fameuse politique de soft landing. C'est-à-dire qu'ils partent du principe qu'aujourd'hui, les choses sont relativement sous contrôle et qu'on devrait avoir un soft landing. C'est quoi un soft landing ? C'est une baisse de ce qui nous intéresse, l'inflation,
tout en ayant un mouvement sur le marché de l'emploi contenu, c'est-à-dire pas plus de chômage. Ça, c'est les jobless claims, donc c'est-à-dire que c'est des gens qui disent qu'ils n'ont plus d'emploi, tout simplement. Hein. On pourrait dire que c'est les chiffres des nouveaux chômeurs, ok ? Tant que cette courbe n'augmente pas, et on voit qu'elle est baissière, bien sûr, on va se la mettre sur 5 ans, on se rend très bien compte de l'impact du Covid. Quand le Covid est arrivé, tout a fermé, il y a eu énormément de nouveaux gens qui n'ont plus d'emploi qui arrivent sur le marché, et donc pouf, on a eu cette explosion des jobless claims, et ensuite ça s'est normalisé, on est venu retrouver des niveaux qui sont supérieurs au niveau historique, mais on y est quasiment, ok ? On est en train de se normaliser ici. Donc quand la Fed voit ça et communique autour de tout ça, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit finalement, aujourd'hui vous êtes mignons les cocos, mais là, tout se passe bien, on n'a pas de pic, on n'a pas d'explosion sur le chômage, bottom line. Donc, étant donné que le chômage n'augmente pas, que le marché de l'emploi se porte bien, ça va dans notre sens d'avoir un soft landing. La définition du soft landing, c'est l'inflation qui baisse, tout est sous contrôle, et un chômage qui n'augmente pas trop, puisqu'on s'attend quand même à ce qu'il augmente. Et là, toute la thèse du fait qu'il n'augmente pas maintenant, appuie leurs propos et appuie leur augmentation de taux. Ils disent qu'il faut qu'on tape fort, il faut qu'on soit présent, et tant qu'ils savent très bien que le chômage, c'est un lagging indicator, ils savent très bien que ça va augmenter plus tard. On le sait tous, on sait que le chômage va augmenter. Sauf que ça met du temps, c'est toujours pareil, parce qu'il faut le temps que ça se diffuse dans l'économie. Il faut quand même comprendre que on augmente les taux, on rend l'accès à l'argent plus difficile, les entreprises empruntent moins, l'économie ralentit, on a de l'inflation, la demande baisse, et les entreprises vont commencer à avoir un petit peu de mal, on va commencer à embaucher moins d'abord, et puis après on va commencer à virer des gens, mais étant donné que le marché de l'emploi est quand même tendu post-Covid, ces gens-là retrouvent facilement du boulot, donc le temps que tout ça se normalise, et puis que vraiment dans les chiffres, on a de plus en plus de gens qui n'ont pas d'emploi sur un temps un petit peu plus long, et que tout ça se maintienne, etc., il se passe du temps. Et typiquement, ça va être en retard de 12 à 18 mois sur ce genre d'événement économique. Donc, ils en profitent, ils le savent que ça va augmenter, mais dans leur discours, ils disent « les gars, ça augmente pas, test du soft landing, donc nous, on continue à augmenter les taux. » Parce que d'un côté, l'inflation ne baisse pas, mais ils savent aussi que c'est lagging. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que les mouvements de taux aujourd'hui produisent des effets dans 6 mois à 1 an, et plutôt dans 1 an. Sur l'inflation. Okay. Les mouvements de taux mettent du temps à se diffuser. Le chômage met du temps à arriver. Ils savent très bien qu'à un moment ça va se croiser, il va se passer un truc. Mais politiquement, toujours pareil. On dit mais les gars, nous on est data driven, on regarde les datas, on les suit de près et on voit qu'il ne se passe rien, donc on continue. C'est exactement ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu les Fed Minutes qui sont sortis, qui est tout simplement le transcript de réunion de la Fed qui devient tout simplement disponible au marché et tout le monde l'étudie. La dernière fois, dans le dernier point Macron, on s'était amusé à y aller point par point. On ne va pas le faire là cette fois-ci pour gagner un petit peu de temps, mais je t'ai extrait bien sûr les points principaux, que voilà. Alors, globalement, les points principaux, qu'est-ce que c'est ? Ok, ils ont renouvelé, bien sûr, leur combat de se taper contre l'inflation. Ok, super, on est au courant. Ils ont dit qu'ils pensaient qu'il y avait un risque et un coût supérieur à faire pas assez que faire trop. Ok, ça veut dire qu'ils ont dit, ok, on a regardé le risque, on a regardé l'état de l'économie, et on pense qu'il vaut mieux faire trop aujourd'hui que pas assez. Et c'est ce que j'expliquais juste avant. Parce qu'ils ont des armes pour dire ça. Et ils disent l'inflation continue d'augmenter, le marché du travail se porte bien, donc on pense qu'il vaut mieux faire un peu trop. Ok, on nous dit vous augmentez trop les taux, ça va vite, etc. Mais nous on pense qu'il vaut mieux faire un peu trop que pas assez, parce qu'après vous allez nous reprocher qu'on n'a pas fait assez, l'inflation va continuer, etc. etc. Donc ça a envoyé un signal quand même assez fort au marché de dire on ne va pas pivoter. Parce que je te rappelle que le narratif, il y a encore 3 semaines, 1 mois, on avait fait un point de marché, j'avais dit je ne comprends pas pourquoi le marché est aussi bête en ce moment et pense que tout le monde est à la chasse au pivot, là, et à la chasse au bottom. Je pense que c'est complètement impossible. Ils appuient sur leur dernière communication sur le fait qu'en effet, monsieur marché comprenez s'il vous plaît que non, il y a assez peu de chance. Ils ont dit aussi quelque chose qui pareil a tout de suite été... on a vu la réaction immédiate sur le S&P et sur le 10 ans américain, qui n'est pas... Tu vois à quel point ces transcripts sont importants. C'est-à-dire que c'est pas une bonne nouvelle. Okay, ils ont dit on doit calibrer
le tightening, c'est-à-dire qu'on ne doit pas trop augmenter d'un seul coup, on doit être capable de calibrer. Là, on n'arrête pas de faire des plus 0,75, 0,75, 0,75. Il va falloir qu'on calibre. Cette phrase, elle veut dire quoi? Elle veut dire que on va continuer à augmenter, mais peut-être que on va se calmer, on va passer à 0,50, ou alors on va voir ce qui se passe, on va s'arrêter un petit peu, on fera une pause, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont dans la discussion. Mais le simple fait qu'ils disent on va calibrer, il y a certains opérateurs, je ne sais pas, mais qui sont quand même assez gros parce que ça fait bouger pas mal le marché, qui ont surréagi comme d'habitude. Et je pense que ça, on est vraiment sur de la surréaction. Après, ils ont donné quelques commentaires sur la supply chain et le marché du travail. Donc, en effet, ils voient des mouvements qui sont mitigés et on le voit dans les résultats d'entreprise. Quand on s'amuse à les lire, on arrive sur la earning season, on va en parler d'ailleurs sur cette chaîne. Quand on lit les résultats d'entreprise, c'est également mitigé. C'est d'ailleurs ce que font les analystes de la Fed. Donc on voit que pour certaines entreprises, oui, ça devient plus simple de s'approvisionner, les coûts du fret ont énormément baissé, mais pour d'autres, ça reste compliqué, notamment, toujours pareil, les semi-conducteurs, etc., certains métaux, certaines matières premières sont toujours difficiles à obtenir ou alors sont très chères. Donc c'est mitigé, il y a du mieux mais il y a du moins bien, et le marché du travail, je t'ai déjà expliqué. Voilà ce qui est ressorti de ce discours-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des mouvements, donc le S&P, il a oscillé, puis il a fini par effacer ses gains. Le dollar a continué finalement à augmenter, puis il a fini par effacer ses gains. Et le 10 ans américain, il nous a fait la même chose, il est parti à la baisse et puis il a fini à peu près à l'équilibre. Donc le marché nous a dit hier, globalement, entre le PPI et le FOMC 6 minutes, on comprend qu'on attend le CPI, quoi. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a énormément de tension aujourd'hui sur ce CPI. Où est-ce qu'on va aller? Jetons un œil sur le S&P 500. On est toujours dans... Donc là, je te l'ai affiché là, depuis 2019. Donc voilà, coronavirus, boum, ça part à la hausse. Paf, ça part en bear market. Et on a ces fameux bear market rally. C'est vraiment de ça dont je veux parler aujourd'hui. On a un 10% ici. Attends, je vais enlever les moyennes mobiles, on voit rien. Hop, on a un 10%. Ici, on a eu ici un petit rallye de... On voit rien. Dans les 12%. On a eu ici 9,95. On a eu le dernier qui a été violent cet été, 18,70. Donc ces bear market rally sont assez violents et assez dangereux. Et à quoi ils correspondent, enfin notamment pour les gens qui vont faire du court terme et qui vont shorter. À quoi correspondent ces bear market rally? C'est très simple. Tout simplement, quand on a un marché qui baisse, on a un grand nombre d'opérateurs qui parient à la baisse et qui suivent la baisse, qui shortent, ou qui s'allègent, ou qui passent en cash, etc., ce qui vient accélérer cette baisse. Mais on a un vrai effet de short, tout simplement. Et puis le short n'est pas mauvais, on en reparlera dans une autre vidéo si nécessaire. Le short ne fait pas nécessairement baisser le marché, il accompagne, et puis surtout il apporte de la liquidité. Bref, c'est pas le combat aujourd'hui. Toujours est-il que plus il y a de gens qui sont short, plus ce biais devient important, et plus forcément la moindre bonne nouvelle, et imaginons qu'aujourd'hui, le CPI ressorte un tout petit peu mieux que prévu. Genre au lieu de 8.1, il nous sort à 7.9. Que le month on month, au lieu de 0.2, il nous sort à 0, par exemple. C'est une toute petite bonne nouvelle. Mais une toute petite bonne nouvelle, quand le marché il est aussi polarisé, ça peut être extrêmement violent. Qu'est-ce que je t'ai affiché là? Je t'ai affiché en toile de fond le S&P, avec des bougies qui sont un peu spéciales, pareil, on ne va pas rentrer dans le détail, on s'en fout. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la ligne rouge. Là. La ligne rouge, c'est le nombre d'actions dans le S&P 500, donc il y en a 500, qui sont en dessous de leur moyenne mobile à 50 jours. C'est une mesure du market breath, on appelle ça la respiration de marché. Okay. Alors on pourrait prendre une autre moyenne mobile, on ne fait pas d'astrophysique, ça pourrait être la 60, ça pourrait être la 20, etc. Mais la 50, c'est assez représentatif, puisqu'on est quand même sur quelque chose d'assez long. Ce qui se passe là, c'est que 53 seulement actions dans le S&P 500, donc autour des 10%, sont au-dessus de leur moyenne mobile 50. C'est-à-dire que 450 et quelques actions sont sous leur moyenne mobile 50. Ce qui veut dire que globalement, tout se pète la gueule. Ça, c'est un premier indice, finalement, d'extrémisme sur le marché. Et on voit que souvent, quand ça arrive, derrière,
Mais il faut le timer, parce que parfois ça arrive là, parfois ça arrive là, parfois ça arrive là, parfois ça arrive là. Ça n'est pas un indicateur magique. Il n'y a pas de zone où on dit « Ah, ça va se retourner ». Sauf qu'il y a quand même une zone où on voit que, globalement, quand les 3/4, 80, 90% des actions sont en territoire extrêmement baissier, forcément, à un moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a la moindre bonne nouvelle et les shorts vont prendre... Il y a deux effets. Les shorts vont prendre leur profit, donc ils vont couvrir. S'ils vont couvrir, ça va faire monter, tout simplement, parce qu'ils vont racheter. Et puis, éventuellement, les gens qui vont à la pêche au bottom vont dire « Ah, ça y est, c'est le bottom, YOLO, all-in ». Et donc, ces deux effets vont dans le même sens. Des achats. Donc forcément, on a un squeeze qui se passe. On a ce short covering additionné aux achats qui vient faire squeezer les choses. Et puis après, on a l'effet des stops qui pètent. Parce que les stops peuvent péter vers le bas. On a tous l'habitude, et souvent les gens disent voilà, il y a des grandes mèches baissières pour aller chercher les stops, etc. Mais il y en a aussi vers le haut. C'est-à-dire que quand tu es short, tes stops ils sont en haut. Si tu mets des stops, ça va dépendre des stratégies. Ok ? Donc forcément, ça va aller aussi chercher ces stops, et pouf, 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 ça vient s'empiler, tac, 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 et ça squeeze. Okay, plus les effets des produits dérivés, des options, etc. Et on le voit que souvent, quand on arrive dans des territoires extrêmes, c'est tout simplement une vision extrême de marché, pouf, derrière, pouf, on est en weekly, là, c'est des bougies weekly, donc il faut quand même comprendre que le moindre mouvement est important. Pendant le Covid, quand les premières annonces de lockdown, etc., forcément, on est descendu très bas, pouf, immense. Alors, il y a eu du short covering au début, et puis après, bien sûr, c'est tout simplement un mouvement de marché plus macro qui se remet en place. Et puis, on en a parfois sur des mouvements qui sont moins extrêmes, pouf, pouf. Mais tu vois que ça se fait plutôt bien. Sur les derniers, on va zoomer un poil, sur les derniers bear market rally, on était pareil sur des terrains qui commençaient à être assez extrêmes, et on a ces rallyes, ces short covering ici. Et notamment le dernier, où on était... quasiment aussi extrême que la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, puisqu'on en a eu un micro ici. Il restait une douzaine d'actions dans le S&P 500 qui étaient encore au-dessus de leur MA50. On a trigger cet immense, et celui-là il a fait mal pour les gens qui étaient short, cet immense rallye. Bear market rally, puisque la tendance de fond reste bien sûr baissière. Et ça se passe, je prends l'exemple du S&P 500, mais on pourrait l'analyser sur tout, sur les cryptos, sur n'importe quelle action, etc., etc. Donc ça, c'est le premier élément qui me fait dire, attention, on est en terrain un petit peu extrême, la vue aujourd'hui est extrêmement bear, tout le monde est extrêmement bear, il y a la guerre, il y a l'inflation, il y a les UK, il y a le Crédit Suisse, il y a tout ce que tu veux, il y a la crise énergétique, au secours, on va tous mourir. Donc la vision est très polarisée dans un sens. Le total short interest, ça c'est le total short interest, comme son nom l'indique, au US, toujours pareil, et quasiment au plus haut historique. Ici, on a la crise des subprimes. Je veux dire, on short autant aujourd'hui que presque que au pire de la crise des subprimes. Le stock 600 actions européennes, c'est un petit peu la même chose. Attends, je crois que j'ai oublié, j'avais préparé autre chose. Non, on en parlera après. C'était les PE. On en parlera après. Le stock 600, les actions donc européennes, les 600 plus grosses capitalisations européennes, on a exactement la même chose qui est en train de se mettre en place. Ok, on a un bear market important avec des bear market rally qui se mettent en place. Si on va acheter un œil au market brace, même chose, on est autour des plus bas. Et on voit que l'effet est le même, pouf, 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 sur les bear market rally, ici, ici, et potentiellement là, la vision globale des marchés, l'état des prix est aujourd'hui extrêmement bas. 47 actions sur 600, ici, sont encore au-dessus de leur moyenne mobile 50. J'ai autre chose dont je voulais te parler, c'est les valorisations. J'y reviens, c'est la chose que j'oubliais. On va dézoomer un poil. On va se mettre peut-être sur 5 ans. Je vais t'afficher les PE, donc les price earnings du S&P 500. Donc toutes les actions du S&P 500, on calcule leur price earning. On vient le mettre sur l'index. On peut calculer le price earning d'un index. Et on voit que, bien forcément, depuis, et tu as vu qu'on avait des indices du bear market avant le bear market, que la profitabilité, tout simplement, c'est ça que ça exprime, la profitabilité des entreprises est en baisse.
Première chose, ok, ça c'est factuel, la profitabilité des entreprises est en baisse. Oui, c'est pas la baisse du marché, elle se fait pas magiquement. C'est pas des gens qui ont décidé de vendre pour vendre. Ils ont décidé de vendre parce qu'il y a des éléments factuels dans leur analyse fondamentale qui leur fait vendre ou qui leur fait shorter. Maintenant, quand on regarde le forward PE, c'est-à-dire les PE qu'on imagine à l'instant T être ceux de l'an prochain, okay, c'est-à-dire que là maintenant on est la ligne bleue, mais on imagine que l'an prochain on sera la ligne orange, qui forcément dans les périodes d'euphorie sont plus hauts que le PE actuel, puisqu'on se dit l'an prochain on sera mieux, et puis parfois on vient s'inverser, et dans les périodes comme aujourd'hui, sont plus basses que le niveau actuel. Ces PE, moi je les trouve encore trop hauts, et je ne suis pas le seul, il y a plein d'analystes qui trouvent ces forward PE encore trop hauts par rapport à l'état futur de l'économie et la macro telle qu'elle nous est tout simplement imposée aujourd'hui. Et là on arrive dans la earning season et c'est aussi pour ça donc la saison des résultats des entreprises américaines. Et donc on va les étudier, j'en parlais sur cette chaîne, je pense que moi je lis énormément de transcripts, mais je pense que je prendrai les éléments les plus importants, je partagerai mon Excel où en fait ce que je fais c'est que je cherche à savoir où va l'économie en lisant des entreprises dans divers secteurs et en lisant ce qu'elles pensent elles. C'est-à-dire que s'il y a 25 entreprises qui commencent à dire dans leur transcript on commence à avoir des problèmes, comme ça s'est passé il y a quelques mois, on commence à avoir des problèmes dans l'approvisionnement en semi-conducteurs. T'en as une qui dit ça, deux qui dit ça, trois qui dit ça, cinq qui dit ça, cinq qui disent ça. Il y a une tendance qui est en train de se mettre en place. Donc il faut chercher pourquoi. Est-ce que c'est un problème d'usine? Est-ce que c'est un problème de transport? Est-ce que c'est un problème de matières premières, etc., etc. Et ça te permet de te donner des idées d'investissement ou de trading. Ça, c'est parenthèse. Et puis ça permet aussi de se donner une vision macro. Donc moi, je fais un Excel et je regarde ce qui se passe au niveau fondamental pour affiner ma vision macro. Mais bref, je pense et on pense, plein de gens pensent, que ces PE sont encore trop hauts. Et donc, on va voir là, c'est un petit peu la earning season de la vérité. Est-ce que oui ou non, les analystes de Wall Street sont un petit peu trop, comme la Fed finalement, sont un petit peu trop, pas objectifs, sont un petit peu trop optimistes, sur ces PE de l'an prochain. Et donc, si on vient baisser les PE de l'an prochain, forcément, on va venir baisser les valos, on va venir baisser les prix. Et ça a un effet qui est quand même assez important en termes de composition. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te montrer? On a de l'inflation également au UK, mais il y a eu le Brexit, on veut faire les trucs à notre façon, il y a un nouveau gouvernement en plus, donc on est en train de se mettre en place, et puis on ne sait pas trop quoi faire, et puis on a changé de bord politique, donc voilà, on veut prendre des décisions. Et globalement, ce qui se passe, si je te résume super rapidement, c'est que on ne prend pas trop en compte l'inflation, et on dit on va quand même stimuler. Et on va quand même faire des stimulus fiscaux, c'est-à-dire qu'ils baissent les impôts sur un certain nombre de choses. Ils vont faire des stimulus en termes de cash aussi, en augmentant certaines aides, etc., etc. Donc globalement, on va mettre plus d'argent dans l'économie, on va chercher à huiler les choses, baisser les impôts et tout, ce qui est une bonne chose dans plein de conditions de marché. Sauf que là, on a une inflation galopante, en plein milieu sur fond de Brexit et on ne sait pas où vont les économies. Donc qu'est-ce qui se passe ? Tu injectes plus d'argent, plus d'huile, dans une économie où il y a déjà de l'inflation. Donc tu donnes plus d'argent aux gens, donc tu leur permets de consommer plus, d'acheter plus, d'investir plus. Pareil pour les entreprises. Donc au niveau et des particuliers et des entreprises, il y a plus d'huile, l'argent bouge plus vite. C'est complètement inflationniste. Mais d'un autre côté, tu as de l'inflation, et en plus, par-dessus tout ça, on va mettre un peu de sel, tu traînes à augmenter les taux. Donc là, on a un nombre d'effets assez importants qui se passent. Le premier, c'est ça. C'est la fuite des capitaux vers notamment les États-Unis. Pourquoi ? Parce que toi, tu es en retard. Tu as un différentiel. C'est-à-dire que, admettons, les chiffres d'il y a quelques semaines, je peux avoir du 4% aux États-Unis, j'ai du 3% chez moi. Voire même du 2,5%. Qu'est-ce que font une partie de mes investisseurs, de mes entreprises, de mes fonds de pension, de mes institutionnels, de qui tu veux ? Ils vont chercher le 3%. Le 4% au lieu du 3%. Sauf que le 4%, il est libellé en dollars. Bah oui, c'est des obligations d'État américaines. Il faut les acheter en dollars. Pour ça, il faut des dollars. Mon 3%, il est libellé en livres. Pour l'acheter, il faut de la livre. Et puis quand je le vends, je récupère de la livre.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça revient à dire, ben, je vends de la livre pour acheter du dollar. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe pas que avec les UK, mais avec plein d'économies. C'est aussi pour ça qu'on voit, c'est un des facteurs qui fait que le dollar ne cesse d'augmenter actuellement, qui devient de plus en plus fort. Et si on le compare à la livre baisse. Donc, j'ai une fuite des capitaux qui se passe et qui s'accélère. Parce que il y a des décisions qui ne sont pas acceptées, mal comprises ou qui sont tout simplement mauvaises, d'injecter plus d'argent dans un contexte inflationniste. Donc, qu'est-ce qu'ils font les investisseurs? Ils anticipent, ils disent ok, il y a de l'inflation. Ok, on injecte encore plus d'argent, donc il va y avoir encore plus d'inflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque centrale, elle va arriver en retard et elle va devoir surréagir, augmenter les taux de façon super importante. Donc ça va faire mal à la livre. Parce que on est en retard et on a déjà du mal et on est déjà plus bas. Donc il va y avoir des effets qui vont être importants. Donc attends, moi j'anticipe tout ça, je vais faire un truc, je vais faire une meilleure allocation, je vais chercher un peu de dollars, je me mets aux États-Unis, ça m'a l'air un petit peu mieux géré. C'est ça en gros qui se passe. Sauf que ça se passe et ça s'accélère. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement les obligations qui baissent. Sauf que, t'as vu là ici ce qui se passe là? Sauf que là dernièrement, dans les dernières semaines, là, il y a 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des mouvements de panique qui sont mis en place. Parce qu'il y a un système d'entraînement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Royaume-Uni, on a un système de retraite un petit peu mixte, où on a et de la capitalisation et de la redistribution, mais énormément de capitalisation, donc avec des fonds de pension. Et en plus, ils tendent de plus en plus vers ça. C'est un système à l'américaine, c'est-à-dire que tu vas cotiser, ton entreprise va cotiser, toi aussi tu vas cotiser via des fonds de pension, et puis il y a plein d'incitations fiscales qui sont au milieu, qui te permettent de te faire ta propre retraite. Et donc ces fonds de pension, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent sur les marchés financiers, bien sûr majoritairement sur des produits sans risque. Ah, produits sans risque, dans le monde d'hier, c'était encore les obligations. Sauf que quand il y a ces différentiels de taux, quand il y a ces différentiels de politique monétaire, de politique fiscale qui se mettent en place, ces fonds de pension, eux aussi, et ces gros investisseurs et ces institutionnels prennent des décisions. Sauf qu'il y a un effet moutonnier. Il y en a un qui la prend, 2 qui la prend, 3 qui la prend, 10 qui la prennent, 1000 qui la prennent, et ça devient une panique. Et qu'est-ce qui se passe? On fait cracher le prix. Quand on regarde la courbe des taux, je te rappelle qu'elle est inversement corrélée au prix. Quand les prix baissent, les taux des obligations augmentent. Quand les taux des obligations baissent, les prix augmentent. La courbe en pointillé verte, ici tout en bas, c'est il y a un mois. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vendu tellement d'obligations. Ça a été tellement la course vers la sortie. En mode, ah, je veux plus, le pound, il se pète la gueule. La politique, je suis pas d'accord. Il y a l'inflation. Je pense que ça va être pire demain. Je vends. La courbe des taux se décale vers le haut. La courbe cacadois, là, c'était encore une semaine. Et là, c'est aujourd'hui. La courbe ne fait que se décaler. Pourquoi? Parce que les bonds se pètent la gueule. Sauf qu'au bout d'un moment, quand les bonds se pètent trop la gueule, on a un problème d'appel de marge. Mets-toi à la place d'un fonds de pension, et on parle de gros fonds de pension, tu as 30, 40, 50, 80, 90 milliards sur le marché. En bonds. Notamment des longues durées. Pourquoi des longues durées? Parce que dans le monde d'hier, c'était les durées qui étaient encore les plus stables et qui en plus permettaient, via, je te rappelle, la forme normale dans une économie où tout se passe bien et dans un monde où il n'y a pas la crise, la courbe des taux est plutôt haussière, c'est-à-dire que plus tu empruntes à long terme ou plus tu prêtes de l'argent à long terme, et plus tu es rétribué, les taux sont plus... Enfin, la rétribution de l'argent tout simplement, les taux sont plus importants quand j'emprunte ou je prête à plus long terme. Donc en plus, on préférait les obligations les plus long terme. Sauf que, il y a un problème. On a un concept qui est la duration des obligations. Oui, on dit bien la duration, on me fait pas chier dans les commentaires, c'est comme ça que ça s'appelle. Et la duration, c'est un concept et des formules mathématiques sophistiquées qui expliquent qu'en gros, plus une obligation a une échéance longue et plus elle est sensible au mouvement de taux. Et donc forcément, on vient faire rentrer ça dans les modèles mathématiques de tune pricing, etc. Là, actuellement, on a des mouvements de taux actuels, plus des mouvements de taux futurs. Je te rappelle que le marché anticipe toujours qu'on imagine important parce que la banque centrale anglaise
la Bank of England est en retard, donc on imagine qu'elle va devoir hiker, qu'elle va devoir augmenter super fort, donc on anticipe ça. Donc, ah merde, nos bonds en longue duration, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben elles vont se péter la gueule, donc on cherche à sortir, etc. Et puis c'est un mouvement d'entraînement qui se passe. Sauf que, quand on fait sortir des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards, là on commence à parler de vrai argent. De ce marché-là, ça se pète la gueule. 2, on a un effet extrêmement important sur le pound, sur la livre sterling. Si on regarde ce qui s'est passé sur le spot du pound récemment, la même chose. T'as vu? C'est marrant comme c'est corrélé. Hein. T'as vu? Il y a le même dip ici. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé là très récemment? Il s'est passé que la Bank of England, elle est arrivée et elle a sauvé tout le monde. Pourquoi? Parce que là, ici, là, ça paraît rien sur le graphe, hein, mais là, on partait en faillite des fonds de pension. Parce que tout le monde pousse vers la sortie, les prix baissent de plus en plus, il y a des appels de marge de plus en plus importants, mais vu que les prix baissent de plus en plus, pour les couvrir, il faut vendre de plus en plus, donc ça fait baisser le prix, donc il faut vendre de plus en plus, donc ça fait baisser le prix. On arrive à l'insolvabilité de fonds de pension immenses. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement exposés à l'actif. Et quand tu es extrêmement exposé à un actif qui se pète la gueule, c'est pas bon pour toi. Et le problème, c'est que là, ça a l'air de rien sur la courbe. Mais on parle de... Allez, je vais aller même pas en mai, je vais aller là, je vais aller cet été. De cet été jusqu'au trou, on parle de moins 44%. Quand tu as des milliards et des milliards qui font moins 44%, je te garantis que t'es pas bien. Et donc, tu as des appels de marge sur appels de marge. En plus, ce n'est pas les seuls actifs qui baissent. Donc, il faut vendre des trucs. Mais qu'est-ce que tu vas vendre? C'est-à-dire que, je veux dire, ce n'est pas des fonds qui sont sur des actifs extrêmement compétitifs, qui sont en train de se faire des longues short stratégies, etc. etc. Non, on est sur des fonds à l'ancienne, c'est du marché monétaire, c'est de l'obligation, etc., etc. C'est un peu de FX, du swap, mais je veux dire, là, tu es pris au piège, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'a fait la Bank of England? Elle a tout simplement sauvé tout le monde. Là, elle a dit, moi je mets un hard floor, là, je mets un cap, et moi, banque centrale, je fais ce que je veux, j'imprime l'argent, j'achète toutes les obligations, je les laisse plus descendre. C'est-à-dire que quand ça descend trop bas, j'achète, je coupe la descente, j'achète. Ce qui fait que tu as un acheteur en face qui est le plus fort et le plus sûr que tu peux avoir, vu que c'est le mec qui imprime l'argent. Donc toi, forcément, tu peux vendre tranquillement, tu peux déleverager tes actifs, tranquillement faire face à tes appels de marge sur un prix plancher. Alors certes, tu as perdu une chier d'argent, mais tu es sur un prix plancher, tu ne fais pas faillite. Donc ils ont complètement sauvé les fonds de pension anglais. Et il faut bien comprendre que s'ils ne l'avaient pas fait, oui, les fonds de pension anglais se seraient pété la gueule, et puis tu peux te dire, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe chez les Rosbif. Sauf que le problème, c'est que des économies aussi mondialisées, et notamment des économies aussi fortes que les UK, tout le monde est investi à l'intérieur. C'est-à-dire que les Américains, ils ont investi, que ce soit les entreprises, des institutionnels, d'autres fonds de pension, etc., etc. Il y a des bonds qui sont vendus de partout. La France, pareil, toute l'Europe, l'Allemagne, qui tu veux. Donc si les fonds de pension anglais se pètent la gueule, l'économie anglaise se pète la gueule, tous les investisseurs qui ont investi là-dedans enregistrent des pertes, ça fait d'autres appels de marge, ça fait péter d'autres produits, bref, l'économie, il y a un truc qui se pète. On n'arrête pas de parler depuis quelques temps de qu'est-ce qui va casser en premier. Ça, les gilts UK ont cassé. Et on s'en est pas rendu compte, ou on en a assez peu parlé, parce que c'est tellement un truc d'initié à comprendre, etc., que voilà, la Banque centrale anglaise a sauvé ce marché-là. C'est passé relativement inaperçu. Pendant ce temps-là, on parlait de Crédit Suisse. Donc, la Banque centrale a sauvé l'économie anglaise, mais également un possible effet de contamination, pour le coup, à l'économie mondiale qui aurait fait mal à tout le monde. Ok, génial, bien joué les gars, franchement, vous avez géré. Sauf que, pour rajouter un petit peu sur l'inconnu de ces jours-là, des jours qu'on connaît et de tout le point que je viens de te faire, ils ont annoncé que vendredi, c'était fini. C'est-à-dire qu'ils ont laissé 2 semaines, 10 jours pour les fonds de pension pour déboucler leur position. Et ils ont annoncé, vendredi, les gars, c'est fini. Parce que, attends, on ne peut pas non plus racheter tout, réinjecter de l'argent dans l'économie. On a bien compris que c'était compliqué, qu'il y avait de l'inflation. On ne peut pas faire ça pendant 1000 ans. On ne peut pas faire et un QE et un QT en même temps. Ça ne marche pas. Vendredi, ça s'arrête. Sauf que vendredi,
Quand il faut déboucler des dizaines et des centaines de milliards de positions, ça risque d'être un petit peu short. Et on parle uniquement des fonds de pension et du système bancaire, on ne parle pas du shadow banking qui a également besoin qui n'a pas accès finalement au système bancaire classique, mais qui a quand même accès à énormément de financement et au marché financier est extrêmement leveragé, et qui a également besoin de se déleverager et de déboucler. Et quand on commence à faire les maths, on voit que ça fait quand même vachement beaucoup de milliards à déboucler avant vendredi et que ça risque d'être compliqué. Maintenant, il y a deux grands scénarios. Est-ce que la Banque d'Angleterre va ressauter dans le train, la Banque centrale va ressauter dans le train dans une semaine, 2 semaines, 10 jours en disant « Ah allez, je remets un petit coup de QE, puisque c'est ça que c'est finalement, c'est un QE, sur un actif précis, là, comme ils l'ont fait sur les bonds de 20 ans, 30 ans, sur les longues durations. Ou est-ce que ils vont laisser le système se péter la gueule, très peu de chance, ou est-ce que ça va déboucler tranquillement, et voilà. Le temps, là, les 10-15 jours qui se sont passés, ont laissé le temps à tout le monde et aux institutionnels de refaire leurs calculs, de se poser 3 secondes et de plus être en panique. Mais il est quand même possible qu'on voit encore quelques mouvements de panique, notamment sur la fin, aux ouvertures-fermetures de marché, parce que au bout d'un moment, quand il te reste quelques milliards, il faut appuyer sur le bouton et que tu sais que ta deadline est vendredi soir, tu vas pas attendre le meilleur contexte pour ton exécution, tu vas être obligé de cliquer sur le bouton. Et on a toujours cet effet d'entraînement qui se met là. Donc il y a quand même un léger risque systémique qui persiste pour l'économie. Et puis il y a aussi une possibilité 3, c'est que la Banque centrale souhaite intervenir, mais n'intervienne pas assez vite ou pas assez fort. Parce que ils se sont trompés tout simplement. C'est pas la première fois qu'une banque centrale se tromperait. Et donc certains fonds de pension font quand même faillite, qui entraînent des faillites à répétition, etc., etc. Donc on suivra ça sur cette chaîne. Il était un petit peu dense, ce point macro, mais on en a besoin en ce moment, on en a besoin. On suivra tout ça. Pète la gueule du pouce. Place-moi le mot mitochondrie. Démerde-toi avec ça dans les commentaires. Je te dis à très bientôt la team. Ciao.